Je vais vous parler donc de la compréhension de la variabilité des pluviométries et des changements dans la Tunisie. Et essentiellement, aujourd'hui, je vais parler des tendances dans différents cas d'études. On parle tous donc de la variabilité climatique et surtout de la variabilité pluviométrique. On sait tous que les pays méditerranéens sont susceptibles aux effets des changements climatiques. On distingue toujours donc des grandes variations dans la dynamique pluvieuse dans ces régions, dans ces deux photos. Donc, on a deux cas extrêmes, la sécheresse observée dans le centre de la Tunisie, dans la région du Kairouan. Contrepartie, donc, on observe aussi donc des inondations, comme c'est le cas de l'autre photo. Les dernières inondations dans la région des Kaban, exceptionnellement la zone de Nabeul, en 2019. Donc, c'est pourquoi le travail de recherche vise à bien comprendre la variabilité spatiale et temporelle de la pluviométrie, ainsi que les tendances dans trois cas d'études dans la Tunisie. Les deux premiers bassins qui sont situés dans la partie nord-est de la Tunisie, ce sont deux bassins situés dans la zone où on a vécu les dernières inondations. Le troisième bassin, c'est le bassin de Mergueli, donc situé dans la zone où j'ai montré la photo de sécheresse. Donc, ces bassins, on commence par le bassin de Lebna. C'est un bassin relativement de petite taille qui couvre 213 km². On a utilisé 15 stations pluviométriques avec une série d'observations de 1980 jusqu'au 2019. Le second bassin versant, c'est le bassin de Oued Bay. Il est très proche du premier bassin. Donc, aussi, on a utilisé 15 stations pluviométriques avec la même longueur de série d'observations de 1980 jusqu'au 2019. Troisième bassin, c'est le fameux bassin de Merguelil. C'est un bassin qui connaît plusieurs problématiques de point de vue hydrologie et hydrogéologie. Donc, c'est un bassin pilote pour ces études-là. C'est un bassin qui couvre 1175 km², où on a utilisé seulement 11 stations pluviométriques avec une série d'observations qui datent depuis 1961 jusqu'au 2013. J'ai utilisé presque les mêmes méthodes que Soussou. Donc, bien sûr, on a commencé avec une caractérisation à travers quotient de variation, écart et tous ces paramètres statistiques. On a eu recours à l'SPI, c'est l'indice de sécheresse ou l'indice pluviométrique. Aussi, on a utilisé les tests de tendance, à savoir le test de Menkendal qui est combiné avec Census Slope Estimator et 4 tests de rupture. Bon, ici, dans mon exposé, je vais me limiter seulement au test de Menkendal puisque je vais parler de tendance. Mais ça n'empêche que les tests de rupture ont été déjà établis sur ces trois bassins. On va parler du bassin de Mergueli. C'est un bassin dont la pluviométrie moyenne annuelle varie entre 200 et 500 mm. Le coefficient de variation donc calculé a été entre 30 et 44%. On a essayé aussi de voir ce coefficient pour une échelle saisonnière. On a tracé la distribution spatiale de ce coefficient de variation pour les différentes saisons. Et on a, vous remarquez qu'il y a plus de variabilité pour l'hiver et pour l'été. Donc, sachant que l'été présente les valeurs les plus élevées. Concernant en fait la caractérisation donc, des périodes sèches, des périodes humides, des années sèches et des années humides, on a utilisé l'SPI, c'est l'indice sécheresse. Donc, quand vous remarquez dans le bassin versant de Merguelil, malheureusement, les séries ne sont pas assez longues. Comme vous distinguez, on a une période de sécheresse en Tunisie, dont la fin était en 1989, voilà, qui a été repérée pratiquement par toutes les stations étudiées dans ce bassin-là. Et on a une autre période humide, c'est une alternance de période sèche et période humide. La deuxième période, voilà, c'est une période humide qui a commencé en 2003 jusqu'au presque 2007. En fait, les résultats des tendances, en utilisant le test de Menkendal et la méthode de Census Slope, les résultats ont montré presque à l'échelle annuelle des tendances positives. Donc, presque pour toutes les stations étudiées, on a une tendance positive, sachant que cette augmentation-là
n'est pas statistiquement significative que seulement pour 3 stations. On a affiné l'échelle du travail, on a étudié les tendances donc, pour les saisons et en fait, la pente de Sens vient pour voir la distribution spatiale de cette augmentation. Donc, cette carte montre bien que ce sont les parties amont du bassin qui ont montré plus donc, des valeurs positives. Ce qui est les résultats pour Marguerite. Passons maintenant pour le second bassin, le bassin de Oued El Bay, qui est situé en fait dans la partie Cabron, dans un contexte un peu différent, où la pluviométrie moyenne annuelle varie entre 480 et 544 mm. Donc, comme d'habitude, on essaye toujours donc, de caractériser la variabilité, la première chose, à travers ce coefficient de variation. Ce coefficient varie entre presque 0,60, soit disons entre 30% et 44%. Donc, ce sont des valeurs relativement euh, élevées. Et à travers l'indice de sécheresse, ou l'SPI, comme on l'appelle, donc on a pu repérer donc, les années les plus sèches et les années les plus humides qu'on a vécues, comme le cas du Margilly. Donc, on enregistre les valeurs les plus élevées de coefficient de variation au cours en fait, d'été. Pour les tendances annuelles, les résultats, toujours, donc on montre des pentes positives, mais qui ne sont pas statistiquement significatives seulement que pour une seule station. C'est pourquoi je dis toujours que si la série d'observations était plus longue, peut-être qu'on aura des résultats mieux, en fait. Ces résultats-là, à l'échelle saisonnière, donc on trouve les mêmes résultats que Mergueli, donc réellement, ce qu'on observe comme signe positif n'est qu'une augmentation donc, de la pluviométrie au cours des mois d'été. Donc, les mêmes résultats qui ont été observés dans le bassin de Marguerite. Passons maintenant au troisième bassin, c'est le bassin de Lebna. C'est un bassin presque le même contexte que le deuxième, avec une pluviométrie qui varie entre 450 et 630 mm par an, avec un nombre de jours pluvieux qui varie entre 51 jusqu'aux 81 jours par an. Ici, comme vous le voyez, donc, on a essayé de cartographier, non pas le coefficient de variation cette fois-ci, mais la pluie moyenne par décennie. Donc, on a étudié donc 4 décennies, voilà, 1980 jusqu'au 1989, 90 jusqu'au 99, 2000, 2009 et 2010, 2019. La première décennie, c'est la période sèche dont je vous ai parlé. Et après, on a une augmentation au cours de ces 3 décennies par rapport à la première. Le coefficient de variation annuelle, il est moins par rapport aux 2 autres bassins. On a un coefficient de variation qui varie entre 25 et 35%. Et les valeurs donc, les plus élevées sont localisées à l'aval du bassin versant. Pour les années sèches et les années humides, donc, ce sont les mêmes dates repérées avec le bassin de Grandelia, donc, qui ont été calculées avec l'SPA, donc les mêmes dates, les mêmes années sèches et les mêmes années humides. On a commencé à étudier aussi le nombre de jours pluvieux. Donc, on a essayé de voir la répartition spatiale du coefficient de variation du maximum journalier. Le coefficient, il varie de 40 jusqu'à 50%, avec des valeurs plus élevées, surtout dans la partie est du bassin. Les tendances, en fait, les résultats, presque, ils sont toujours proches que les deux premiers bassins. Sauf que ici, on a 3 stations qui sont statistiquement significatives. Ces mêmes stations ont montré aussi les mêmes tendances, même à l'échelle saisonnière ou à l'échelle mensuelle. Mais pour le reste des saisons, donc, on trouve souvent un mix entre des signes positifs et des signes négatifs. Donc, c'est ce qui ne nous permet pas en fait, de faire une conclusion générale sur la tendance. Donc, à l'échelle annuelle,
on a remarqué une augmentation, donc surtout dans les dernières décennies, à l'échelle saisonnière. On a remarqué une forte variation, surtout pendant l'été. Peut-être que ce sont les événements qu'on vit. On a déjà donné l'exemple de Mergueli où on a une augmentation de l'ordre des 0,7 jusqu'à 2 mm par an. Et à l'échelle mensuelle, donc les résultats trouvés expliquent bien les résultats qui ont été faits avant, donc en disant que ces signes positifs ne sont que les résultats d'une augmentation au cours du mois de juillet et le mois d'août. Pour les restes de mois, donc je dis toujours que c'est un mix, aucune tendance bien claire n'a été détectée. Et donc, ceci ouvre le voie pour bien étudier les événements extrêmes qui fait l'objet des études plus intéressantes dans l'avenir. J'espère être clair et merci pour votre attention. Plusieurs fois, tu as évoqué la question, si on avait des séries un petit peu plus longues, on aurait peut-être une analyse un tout petit peu différente. Sur le bassin du Merguelil, si tu vas chercher en dehors du bassin, par exemple à l'amont, si tu vas chercher à Mactar, ou à l'aval, si tu vas chercher à Kérouan, tu trouves des stations où les observations sont beaucoup plus longues. Est-ce que tu as fait la même analyse sur ces deux stations-là pour voir si c'est cohérent avec l'analyse sur les stations du bassin proprement dit? Franchement, je n'ai pas fait pour ces stations-là en dehors du bassin, mais sachant qu'il y a des stations qui ont été choisies qui sont en dehors du bassin, puisque que ce soit que la station soit à l'intérieur du bassin ou en dehors, ça ne va pas changer grand-chose, puisque nous, on n'est pas en train de traiter, on n'est pas en train de faire une modélisation, on n'est pas censé de savoir la quantité de pluie qui sort, donc c'est quelque chose de régional. On essaie de caractériser le climat à l'échelle d'une région. Donc, des zones proches, je ne crois pas qu'elle va changer trop, surtout dans un contexte semi-aride comme ça. Je crois que c'est intéressant de voir des séries plus lentes, sachant que c'est en fait, c'est moi, c'est moi qui a choisi de travailler sur cette période, franchement. Parce que, en fait, ce sont des séries les plus complètes. Il n'y a pas de lacunes. Donc, on n'a pas fait un grand travail pour combler les lacunes et traiter ces données. Donc, si on va aller en arrière, donc plus on va erroner la série. Donc, on va y aller pour le comblement et tout ça parce que ce sont des séries là où il y a pas mal de lacunes. C'est pourquoi on a choisi cette période d'observation. Eu queria só perguntar, que para mim não ficou claro, pode ser para os dois até, porque é o mesmo tema, né? Eu acho que o Sussu ele comentou que foi feito alguma coisa sobre autocorrelação, mas eu acho que ele não levou em consideração a autocorrelação entre as estações, né? Qual seria o impacto aí para a região de vocês de não ter levado em consideração, porque se você não aplica nenhum filtro para remover essa autocorrelação, você acaba tendo uma interpretação possível, né, errada na análise de tendência regional. Então, foi feito alguma análise de correlação entre as séries, simples mesmo, para ver se é significativa? Oui, dans chacun des bassins, bien sûr. Donc, au début de chaque étude, on essaye de voir la corrélation parce que de temps en temps, on a besoin de combler des lacunes. On a eu recours à des régressions donc, multiples pour combler certaines données. Donc, généralement, les stations ils sont corrélées surtout ceux qui sont proches. Donc, mais dans un même bassin, le coefficient de corrélation est généralement acceptable. Je ne dis pas qu'il est fort, non, mais il est acceptable. Oui, moi j'ai une petite question sur les histoires de lacunes, parce qu'en fait on avait travaillé un petit peu sur les zones de Gabès, et effectivement la doctorante m'avait présenté les résultats à l'échelle annuelle, mensuelle. À un moment j'ai posé quand même la question, mais elles sortent d'où les données? En fin de compte, elle m'a dit, bah oui, des données journalières, ce qui est tout à fait normal, et il y avait 42% de lacunes. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des corrélations. On est quand même dans un système méditerranéen.
Donc, les corrélations ne sont pas si bonnes que ça entre stations. Et moi, ça me pose toujours le problème. Et je voudrais savoir, en fait, quel est le pourcentage déjà de lacunes dans vos données. Je pense à certains moments, quand on arrive à 15-20% de lacunes, je pense qu'il faut faire vraiment très attention, en tout cas dans le contexte méditerranéen, pour faire du remplissage de lacunes, à mon avis. Oui, tout à fait. Les données manquantes posent toujours un grand problème dans les séries pluviométriques parce que, en fait, combler une valeur qui est aléatoire, c'est pas aussi simple. Donc, et il y a plein de méthodes. Donc, qu'on l'utilise, soit la station la plus proche, soit la station la plus corrélée, soit une régression multiple, soit le vecteur régional. Donc, il y a une panoplie de méthodes pour remplir ces données, mais ça reste, il y a toujours un pourcentage, en fait, un pourcentage d'erreurs dans ces données-là. Donc, c'est pourquoi que j'ai dit, je me limitais dans mes séries à partir de 1980 afin d'éviter. Donc, pratiquement dans les séries dont je travaille, donc je dépasse, en fait, le pourcentage de lacunes, je crois, il est de l'ordre de 2%, quelque chose comme ça. Donc, ce sont presque des séries complètes. Si on retourne en arrière pour des années plus anciennes, donc on aura un tas énorme de données manquantes. Donc, voilà. C'est pourquoi j'ai choisi en fait, cette période d'observation pour en fait s'enfuir de ce problème de manque de données. José Luis faisait une petite remarque en disant vous avez présenté des analyses mensuelles à l'échelle annuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des analyses équivalentes, mais à des échelles de temps plus fines, par exemple des journalières? Si on traite une pluviométrie journalière, c'est tellement variable. Je crois qu'on ne peut rien détecter, franchement. Peut-être si on doit mettre un critère bien spécifique pour ces pluies journalières, par exemple maximale, la pluie qui dépasse un seuil, quelque chose comme ça. Peut-être il y aura des résultats intéressants, mais toute la pluviométrie journalière, je ne pense pas, franchement. On pourrait compléter que, bon, effectivement, la pluie journalière, mais surtout les intensités. Parce que l'intensité de la pluie a peut-être fortement évolué si on considère qu'il y a un changement climatique, qui pourrait être un critère plus pertinent, d'une part pour la recharge, parce qu'on sait que pour une pluie équivalente, si l'intensité est très très forte, on va privilégier plutôt le ruissellement. Une pluie normale va s'infiltrer. Même en termes de conséquences sur le cycle de l'eau, et pour nous, en tant qu'hydrogéologue, la recharge, à mon avis, travailler sur la variabilité d'intensité me paraît oui, ce que j'ai dit, donc il faut viser un paramètre bien défini et non pas toute la pluie journalière. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une dichotomie entre l'étude de la pluie en elle-même, comme processus physique, et ses conséquences sur le reste du cycle de l'eau. On va être limité à l'aspect simplement quantitatif de la pluie, combien il tombe et est-ce que ça varie. Et ça n'ira pas plus loin dans l'analyse des conséquences de la distribution de la pluie. Alors localement, évidemment, régionalement, c'est encore pire. C'est un peu ce qu'on avait vu au Niger, avec l'implantation des fameux 100 postes pluviographiques sur 10 000 km², et la variabilité qu'on pouvait observer à cette échelle d'études par rapport à 4-5 pluviaux sur la même surface. Et là, les résultats étaient complètement délirants. On avait des variabilités de 100% sur les totaux. Samé, pourrais-tu juste rappeler ce que tu fais comme traitement préalable avant d'attaquer l'analyse statistique proprement dite? Les analyses statistiques ou bien toutes données pluviométriques doivent être en fait traitées avant l'utilisation, que ce soit de point de vue comblement des lacunes, parce qu'il y a des méthodes statistiques, donc on ne peut pas s'échapper de ce comblement. Donc la valeur manquante va erroner les valeurs. Donc c'est pourquoi on doit les combler. Par principe, donc toutes données pluviométriques doivent être en avant. Pour vérifier, comme vous avez dit, les erreurs de mesure et tout ça, les erreurs d'enregistrement, les pannes dans les stations pluvio. Donc, il y a une panoplie des traitements préliminaires des données avant de passer à ces tests statistiques. Donc, il fallait vérifier combler les lacunes et vérifier l'homogénéité de ces stations-là. Il y a plein aussi il y a la méthode double masse, il y a plein de méthodes qui nous permettent de vérifier si nos stations si nos données sont relativement bonnes et fiables et on peut travailler avec pour ne pas erroner les résultats après.